puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, je vais te poser une question extrêmement sérieuse. Si. Peut-on rire de tout? Voilà. Attends, je parle. Essai. Je fais un petit essai, je teste sur l'ordi quand même. Salut mon gars. Salut mon poulet. Mon petit lapin. Eh ben putain, j'espère que ça sera mieux. Tu seras plus sincère après. Ça va être bien. Eric Antoine, bonjour. T'as un gros chicot. T'avais un gros chicot. Je me suis pas lavé les dents, c'est vrai qu'on m'a bien mangé. Mais... Ah oui, en effet. J'ai une graine de chien. Oh, j'aurais pas dû te le dire, tiens. Ah non. Et moi? Je te dirai pas. C'est ça. Peut-être que t'en as, peut-être que t'en as pas. Je ne sais pas. Tu veux faire une intro en fait Alors on va faire une intro. Eric Antoine, bonjour. Jean-François Noubel, bonjour. Voilà, donc maintenant on l'a faite, on Oui. vient juste de déjeuner ensemble, mais au moins on a fait une... Voilà, vous avez une introduction comme ça. On Voilà. ne vous exclut pas de ce moment qu'on a Tout à fait. passé ensemble. On a certes passé un moment ensemble, mais maintenant, ce moment est beaucoup plus important puisque c'est celui qui est devant la caméra. Et que la vraie vie, c'est devant la caméra. Tout le monde le sait. Voilà. Nous avons aussi beaucoup travaillé notre distanciation sociale. Oui, Hein, je te remercie d'avoir mis un masque. tout à fait, je te remercie de m'avoir passé ton cure-dent tout à l'heure. Mais bon, de toute façon, ça ne sert plus à rien maintenant. Donc, peut-on rire de tout? Pour le coup, c'est une question qu'on pose souvent aux humoristes. Oui, je sais. Il y a eu beaucoup de réponses qui ont été très bonnes. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On peut... Mais toi? Moi, je ne ris pas de tout. Il y a des moments, la souffrance de l'autre me fait pas rire. Donc, alors que quand même, la souffrance, c'est un lieu d'humour évident, puisque l'humour, c'est une manière de mettre de la distance entre la souffrance et le réel qui est trop prégnant. Donc, dès le moment où c'est trop prégnant, l'humour te fait respirer. Donc tu es mieux. Donc, l'humour, dans ce sens-là, dans le sens noble de ce qu'il est, c'est quand même un moyen de changer d'angle, de voir autrement. Donc, a priori, oui, on doit rire de tout. On doit rire de la mort, on doit rire de la souffrance, on doit rire de la maladie, on doit rire de la violence. Et en même temps, c'est marrant parce que c'est une histoire. Je me souviens d'un truc qui m'était arrivé quand j'étais tout gamin. Je travaillais chez Euro Disney. Et tu vois, il y avait, tu sais, ces gens qui sont dans les characters, c'est-à-dire qui portent les costumes de tous les grands personnages de Disney sur le parc. Et j'étais sur le parc avec ces gens-là. Et puis, il y en avait deux qui avaient volé un costume de Mickey et Minnie et qui avaient fait un film porno avec les costumes. Tu vois, ça te fait marrer. Moi aussi, ça m'a fait marrer. Première réflexion, ça me fait marrer. Et puis, après, je me suis dit, mais si un enfant tombe là-dessus. Et ce personnage qui incarne du rêve, de la poésie, de la gentillesse, et que tout d'un coup, de le sexualiser comme ça, est-ce que c'est bien? Alors oui, ça m'a fait marrer. Mais donc, il y a cette notion de pas avec n'importe qui, à n'importe quand, elles sont... Donc il y a des notions de circonstances, évidemment. Maintenant, ce qui est très dur aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus rire si tu ne fais pas partie de la personne dont tu ris. C'est-à-dire, si tu n'es pas noir, tu ne peux pas rire des noirs, tu ne peux pas rire des musulmans, tu peux pas... Donc, moi, je suis de famille protestant-catholique, je suis agnostique. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'agnostiques. Donc il n'y a plus que toi de foutre de ta propre... Je suis agnostique, je suis vegan. Mon public va être vachement réduit, tu vois. Mais ça, c'est très dur. Il y a quand même une pensée qui m'inquiète en ce moment. Donc c'est vrai que c'est une question qui est forte parce que c'est une question de liberté. Et c'est une chose que je regrette aussi souvent dans les salles. Tu vois, je vois que dans les salles, il y a quand même... Les gens me ressemblent plus ou moins. Tu vois, il y a beaucoup de blancs, il y a peu de couleurs.
Il y a un peu de noir, il y a un peu d'arabe, il y a un peu d'asiatique, mais c'est pas la majorité. Alors que si je vais voir mon pote Boon Nai Min, qui est chinois, bah, la salle, il y a beaucoup plus de couleurs dans sa salle. Donc les gens vont voir ce qui leur ressemble. Et ça, c'est la notion d'amitié. Et d'ailleurs, l'amitié, c'est parler semblant. C'est ça qui, pour moi, différencie l'amitié et l'amour. L'amour, c'est aller vers ce qui est le plus différent de toi. Et l'amitié, c'est par similarité. Et donc le rire, est-ce que c'est un rire amical ou un rire amoureux? Je trouve que le rire amoureux, il est plus fort que le rire amical. Voilà. Donc on doit pouvoir rire de tout avec amour. Voilà. Ça, c'est la chose. Toi, tu ris de tout? Ah, sauf de moi. Non, ça, je sais que tu ris de toi tout le temps. Mais est-ce que... Ouais. Parce que tous les deux, il y a quelque chose qui nous unit. Et à chaque fois, je pense qu'on est des optimistes. Je pense qu'on on a une envie de changement, de transformation, tout. Mais il y a une mélancolie. On se reconnaît. Souvent, on parle et on sait que... Et c'est pas ça qui nous arrête de faire, c'est pas ça mais il y a une mélancolie profonde dans l'état du monde, de l'état des interactions, une mélancolie face à une société, face à beaucoup de choses. Et c'est très difficile, en fait, je trouve, de rire dans ces moments-là. Non? Écoute, ouais, ce que je peux te dire de ce que j'ai trouvé par ma propre expérience, c'est je pense qu'il y a rien d'universel. Déjà, j'ai vu, par exemple, comme je navigue beaucoup entre la culture française et puis la culture américaine, ça fait un peu mon deuxième pays, les États-Unis, j'y ai pas mal habité. Alors, j'ai vu combien les vannes que je pouvais lâcher là-bas, ça me faisait rire, mais alors strictement personne. Ce qui me faisait marrer, d'ailleurs, des fois, de voir autour de table d'amis, évidemment, gens que je connais, de voir que non seulement ils ne pichent pas, et puis ça représente du très mauvais humour. Par exemple, j'ai vu qu'en lâchant une blague raciste ou sexiste, mais pas du tout, ça ne se fait ça. Là, ça devient tout à fait insultant. Ouais. Et j'ai vu que il y avait en fait deux façons. Soit on le prend. Moi, quand je balançais ce type de vanne, en fait, je me moque pas de la personne dont je fais la vanne. Je me moque d'une personne qui peut penser comme un raciste ou comme un sexiste, etc. Ça veut dire de gens qui pensent comme ça. Donc tu te moques du racisme. Je me moque, mais voilà, mais en me mettant dans la peau du racisme. Mais comme l'a fait Coluche. Exactement. Absolument. Voilà. Alors que l'autre culture voit la cible. En fait, on se trompe de cible. On n'a pas la même interprétation. Je veux dire, pour moi, la personne qui professe les mots racistes, par exemple, représente la cible. Alors que pour les autres, le discours représente la cible. Ça, je peux te dire, je l'ai appris à mes dépens, parce que j'ai quand même fait quelques trucs pas toujours très heureux, et j'ai appris. Mais ceci dit, en y réfléchissant, j'ai quand même vu que même si je me mettais dans ce type d'humour plutôt très français, je l'ai trouvé beaucoup en France, peut-être de façon plus large. Grosse évolution maintenant. Ouais, mais j'ai vu quand même que malgré tout, même au fond de moi, je pouvais me mettre à banaliser malgré tout. Absolument. Ce genre d'humour. Même si je sais que il y a quelque chose qui banalisait et qui ne faisait pas forcément à moi-même du bien. Absolument. Et pour autant, j'ai pas forcément envie, parce qu'il faut continuer à se foutre de la gueule de tous ces biais qu'on peut avoir. Genre, là, on caricature le raciste, le sexiste, etc. Mais il y a quand même quelque chose de parodier quelqu'un dans ses excès. Absolument. Qui reste quand même nécessaire. Et ce quelqu'un dans ses excès, souvent l'excès se porte vers une autre personne. Donc voilà, ça reste une question. Et j'en reviens, je te renvoie la balle là-dessus. Je t'ai posé une question assez générale sur le mot. Mais moi, j'ai envie de savoir ce que toi, aujourd'hui, comment tu te sens maintenant quand tu vas sur scène? Tu sens où tes propres limites, où tu commences à te sentir pas forcément à l'aise, primo. Et puis deuxièmement, je veux dire, sens-tu qu'il y a quelque chose de nouveau à inventer? On sent qu'il y a probablement des nouvelles frontières qui s'installent, peut-être qu'en l'air plus étroite qu'avant, mais peut-être parce qu'on n'a pas encore vu des nouveaux trucs en friche à explorer. Comment tu te sens par rapport à ça? Là, on devient super sérieux là, sur l'humour. Mais l'humour, c'est un métier très sérieux. Comme tous les métiers, c'est un métier virtuose de boulot, d'heures et d'heures de réflexion. Mais là, je suis en écriture. Donc, je suis en écriture avec un copain qui s'appelle Jérémy Ferrari, qui, lui, pour le coup, a un humour plus noir que le mien, qui va plus dans l'interdit. Et lui, sa quête, c'est cet interdit-là. On écrit ensemble, et parfois, il y a des choses qui lui viennent
qui lui vont parfaitement bien, mais qui ne me vont pas à moi. Donc, tu vois, je sens cette différence-là. Il y a des choses que je peux dire qui vont merveilleusement bien passer et des choses que je ne vais pas pouvoir dire parce que sa manière de dire les choses passe pour lui. Comme moi, il y a des choses que je peux dire. Je peux parler à un enfant comme lui ne pourra jamais parler à un enfant. Je peux insulter un enfant. Lui, s'il insulte un enfant, tout le monde va le huer. Par contre, si il fait une vanne raciste, par exemple, il a beaucoup travaillé sur Vent de pièces à Beyrouth, il a beaucoup travaillé sur les groupes extrémistes d'un côté, d'un bord ou de l'autre. Bon, il sort des horreurs et ça passe merveilleusement bien parce que c'est nourri d'un fond, d'une réflexion. Moi, je ne peux pas la faire parce que ma quête n'est pas la même. Donc, c'est une question de quête. Mais je suis en train de réfléchir vraiment à des exemples très concrets. Par exemple, tu vois, je fais un numéro sur Superman. Et Superman, je dis, je ne pense pas qu'il ait atterri avec une carte verte aux États-Unis, donc c'est un immigré illégal. C'est un journaliste à mi-temps. Mais en même temps, il sauve que des blancs. Parce que tu l'as jamais vu sauver un black en Afrique, jamais. Donc en gros, Superman, c'est quoi? C'est un journaliste à mi-temps, immigré et suprémaciste blanc. En fait, c'est Éric Zemmour avec une cape. donc voilà. Et du physique. Au niveau physique, c'est pas la même chose. Mais tu vois, ça me fait rire. Mais quelque part, c'est facile de taper sur Éric Zemmour pour moi. Parce qu'Éric Zemmour, il incarne quelque chose justement du patriarcat, d'une manière de penser le monde, de penser les rapports entre les êtres humains qui me met en colère. Donc c'est très facile. Donc c'est plus facile pour moi de construire du rire sur de la colère. Donc du rire de combat. Ce qui me met en colère évidemment, c'est évidemment quand quelqu'un traite quelqu'un d'autre mal parce qu'il peut le faire, parce que l'autre est en position de faiblesse. Ça, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, on commence à prendre conscience, enfin, que les vannes, par exemple, misogynes, il faut arrêter. Que c'est fini, en fait. On doit passer à autre chose. Que ça participe d'un vieux patriarcat de prendre le pouvoir. Donc, tu deviens attentif à ça, avec l'éducation, avec le temps, avec la génération. Et puis les nanas commencent à se foutre de notre gueule, nous voyons transformer, nous voyons nous mettre les pieds dans le plat, nous tromper, etc. Et ça, c'est assez joyeux. Et je suis en train de penser à des vannes que Jérémy et moi on écrit, et je me suis dit, non, celle-là, je ne peux pas la faire comme ça. Par exemple, on écrit une parodie de télé-réalité, et dans les candidats sur l'île de la presqu'île de l'attirance, la presqu'île de l'attirance. On ne voit pas du tout à quoi ça... on ne voit pas à quoi ça fait référence. Il y a des candidats. Le premier, c'est Jean Castex. Le deuxième, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, Greta Thunberg. On écrit, et après, c'est Régis Laspalès et je ne sais plus quel rappeur on a mis. Et donc, on va faire des vannes sur un tueur en série, qui est quand même glauquissime. Et puis moi, je dis, oui, je fais beaucoup de vannes sur Xavier Dupont de Ligonnès, mais reconnaissez quand même, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas eu un tueur en série aussi intéressant. Et ça, quelque part, ça me gêne, parce que d'un côté, je suis dans la souffrance absolue que cet homme a engendrée, dans l'empathie de la souffrance absolue que cet homme a engendrée. Je dis, bon, bah, t'achètes une maison, elle est super, elle est jolie, elle est pas chère, il y a un jardin, mais tu sais que tu ne peux pas compter sur tes voisins parce que c'est l'ancienne maison de Xavier Dupont de Ligonnès. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Et il y a quelque chose, ça fait mal. En fait, l'humour, ça doit parfois faire un peu mal. Et le problème, c'est que c'est la gratuité de cette souffrance-là. C'est-à-dire, si c'est une souffrance gratuite, si c'est une souffrance pour raconter quelque chose que la violence m'est insupportable, que l'abus de pouvoir m'est insupportable, l'abus de pouvoir dans le sens quand tu es le plus fort, tu peux décider de la vie, de la mort des autres, c'est insupportable. Je suis en train de raconter un spectacle sur l'enfance, est-ce que l'enfant que j'ai été serait fier de l'adulte que je suis devenu? Donc je vais chercher tout ce rapport entre le monde de l'enfant et le monde de l'adulte. Et donc c'est ça. Et tu parles de l'humour anglo-saxon. L'humour anglo-saxon, là où ils sont très forts et que nous on n'a pas, qu'on a beaucoup moins, c'est l'absurde. Ils ont un sens de l'absurde et du non-sens
qui est beaucoup plus puissant. Moi, par exemple, les Monty Python me font hurler de rire. Le mec qui explose parce qu'il a trop mangé, la mort qui vient frapper à ta porte, qui est au dîner, qui est là en train de dîner avec toi parce que tu t'as pris un truc de travers et tu dis non, excusez-moi, je vais pas mourir maintenant. Ça, moi, ça me ravit en fait. Cet humour-là me ravit. Ça me ravit plus que l'humour très communautaire qu'on est en train de vivre et la crispation contre les humoristes. Mais tu vois, par exemple, j'ai transformé à un moment, je faisais un numéro où je transformais un Coran en Bible et une Bible en Torah. Ben, je peux te dire que je sais que je ne peux pas la faire. J'ai voulu le faire au Maroc. Les gens de la police m'ont dit non, vous ne faites pas ça au Maroc. J'ai voulu le faire au Québec. Les gens m'ont dit j'ai une mauvaise idée. C'est rare. Alors je le fais quand même. Mais les mecs me disent mais tu sais, tu fais ça, tu vas en prison. Et c'est pas parce que tu es pote avec Jamel que tu vas sortir de prison et tu ne pourras pas te sortir. C'est pas possible en fait. Par exemple, tu montres une carte du monde au Maroc où il y a cette fameuse frontière entre Maroc et Algérie sur toute une partie du Sahara qui est en discussion depuis. Tout à fait, ouais. Voilà, ben ça, si tu montes la carte avec la frontière reconnue, non pas par les Marocains, mais tu vas en prison. Puis après, tu vas faire le même spectacle. Ouais, non, mais c'est compliqué. Tu vois, je faisais des vannes sur les billets. Il y avait le roi du Maroc sur le billet. Tu vas en prison. Donc, c'est vrai que l'humour, ça reste encore un lieu de résistance. Mais c'est pas non plus... Les humoristes, ils se prennent pour des super-héros. Et non, c'en est pas. C'est des mecs... Tu vois, par exemple, un jour, il y avait Gérard Daboville qui a traversé l'Atlantique à la rame. Et il est sur une scène de théâtre, au cours de théâtre que je prends. Et Daboville, le prof lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et il dit « C'est ici où j'ai le plus peur. » Je dis « Putain, il a plus peur sur scène que de traverser en solitaire un océan à la rame. » Et puis il raconte en plus, il dit « Moi, le moment où j'ai senti que j'avais vraiment envie de vivre, c'est le moment où j'étais au milieu entre l'Europe et les États-Unis. Et là, j'ai dit, si l'effort que je viens de faire, je dois faire le même. Et je sais déjà que je suis déjà au bord de ma limite. Donc, si tu n'as pas envie de vivre là, il dit, je pense que c'est là où sont morts les autres, où les autres ont abandonné. Il dit, mais tu te rends compte le courage de cet homme? Et en même temps, un courage pas suicidaire, parce que c'était un type qui était avec Bonaventure, qui descendait des rapides en Afrique, et qui a décidé de sortir du raft le jour où les autres se sont tués. Donc c'est quelqu'un qui cherchait la peur sans le suicide. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est ça en fait l'humour. C'est la peur sans la destruction, sans le suicide. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour défoncer quelqu'un à qui tu vas faire mal et qui va vouloir te buter en face. Donc tu es là pour quelque chose qui est plus homéopathique. Alors ça peut paraître un peu paradoxal parce que moi je me suis toujours vécu comme quelqu'un de contrasté, pas très dans la nuance, tu vois. Donc c'est difficile d'être dans la nuance, voilà. Mais c'est ça que je sens. Donc c'est très sérieux tout ça pour de l'humour, mais c'est sérieux, c'est important en fait. Ça a du sens tout ça. Mais tu vois ce dont on parlait, dont on parle souvent, qui est un des sujets pour lequel tu m'as le plus inspiré, qui est évidemment tout le traitement du monde animal et de la vie, des êtres sentients de manière générale. Les glissements sémantiques, dont on parle souvent, tu vois, tous les deux. T'es bête? Non, t'es pas bête. T'es un idiot. Voilà, une vie de chien. Non. Et ça, c'est quelque chose auquel je fais attention maintenant, beaucoup plus attention. Dans le choix des mots, il y a des mots, maintenant, on ne peut plus les utiliser parce que le monde a bougé, le monde a évolué, et tant mieux. Voilà. Après, ce qui est dur, c'est l'idiotie et la peur des gens. C'est-à-dire en télévision, par exemple, les gens vont m'appeler, vont me dire non, on ne peut pas passer ce sketch. Ce n'est pas pas les téléspectateurs qui décident, c'est le service juridique qui décide. Donc les avocats de France Télévisions m'ont appelé, m'ont dit tu ne peux pas faire le sketch de la Bible, du Coran et de la Torah parce qu'on va être attaqué. À un moment, j'avais fait un sketch avec des enfants qui tiraient sur d'autres enfants. Et pour moi, les enfants soldats, c'est quand même une des pires atrocités qui soit au monde. Je dis non, tu ne peux pas faire ça, c'est le jour de la fête des mères, on ne peut pas faire ça. Et donc, ils m'ont interdit les diffusions.
Mais c'est pas les spectateurs. Quand je fais ces numéros en spectacle, les gens sont morts de rire et me disent mais c'est gonflé, ça me fait du bien, etc. Donc c'est aussi le lobby de la pensée. En fait, on est dans une dictature, bah, tu le sais, des réseaux sociaux c'est des groupuscules, c'est des mini-lobbies. L'extrême droite, par exemple, est extrêmement puissante sur les réseaux sociaux. Extrêmement puissante, extrêmement prenante. Dès que quelqu'un prend la parole contre eux, tu as des dizaines de personnes qui arrivent, qui ont l'air hyper bien pensantes, une mère de famille là, un truc là, et qui te dit ça suffit, c'est pas possible, pensez vous êtes un démagogue, patati patata. Et c'est des vrais lobbies. Comme par exemple peut être aussi le lobby de la protection animale aussi, tu vois, qui peut être extrêmement violent aussi parfois. Donc ça c'est difficile pour l'humour. Le premier degré. C'est dur d'être au 10e degré quand les autres sont au premier. Voilà. Tu dois vivre de grandes solitudes. Non, mais on se sent très seul, toi et moi. Tu te sens mieux quand je suis là avec toi, mais sinon, je sais que tu te sens très seul. Oui, je t'ai trouvé, je te remercie. Ouais, non, mais et en même temps, écoute, tout ça, ça fait du bien, ça fait respirer. Parce que qu'est-ce que c'est le rire? Quand même, c'est inspirer ensemble et expirer ensemble. Le rire, c'est de la synchronisation de nos respirations. Donc, ça qui est aussi magnifique, c'est qu'il y a quelque chose de très cérémonial là-dedans, qui me manque beaucoup, évidemment, actuellement. Il y a quelque chose quand même d'assez intéressant dans nos constitutions physiologiques. Je veux dire, on rit et on pleure. Dans les deux cas, il y a des larmes, on dit rire aux larmes. Je veux dire, ça amène les larmes, ça amène l'eau de la conscience. Et surtout, le moment où on lâche les larmes, par le rire ou par le chagrin, on lâche prise. Il y a quelque chose qui lâche prise par rapport à toutes les constructions qu'on peut avoir. On peut éclater de rire parce qu'il y a une absurdité, un truc et on le voit chez d'autres animaux d'ailleurs. Alors les plus proches de nous, on peut voir des singes rire par exemple, vraiment éclater de rire dans des situations d'absurde. D'ailleurs, quand on leur fait parfois des tours de magie, tout ça, et on les voit se marrer, vraiment se bidonner. Ouais. Et il semble qu'on ait ça, en tout cas dans un certain, je pense, degré de représentation abstraite. Et pareil aussi pour le chagrin, pareil, qui touche aussi tellement d'êtres sentients autres que les humains. Et dans les deux cas, voilà, il y a l'eau qui sort, cette expérience de l'eau, et cette expérience du lâcher-prise. Le moment où je ris, ou le moment où j'éclate dans mon chagrin, il n'y a plus aucune accroche à une pensée mentale, à une pensée construite. Quelque chose lâche prise totalement. Et il y a peut-être, je pense, on devient super sérieux là, des trucs à aller explorer justement dans cet état-là. Il s'agit aussi, pour toute personne qui médite, la méditation doit t'amener aussi dans cet état-là. C'est-à-dire tu ne penses plus, tu laisses passer, tu laisses partir les chaînes de pensée, les enchaînements d'idées, pour te trouver de façon volontaire dans cet état où tu as complètement lâché sur les choses. Alors l'humour, ça évolue avec le temps. Je pense qu'effectivement, peut-être aussi, tu parlais on peut parler des natures d'humour, des types d'humour, sarcastique, noir, etc. Il y a plein de formes d'humour, mais on ne s'intéresse peut-être pas aussi à l'intention qu'il y a. Il vient d'où cet humour? De même qu'une parole en tant que telle, elle vient d'où? Une même parole dite à la même personne, d'où vient-elle au fond de nous? Et ouais, je me demande ce qu'il y a, si on réfléchit en termes d'évolution, à la fois d'évolution de notre conscience, c'est-à-dire comment on se marre lorsque notre conscience grandit. Et ça touche, je pense, à beaucoup des réflexions qu'on a sur l'écriture de spectacles. Comment tu vois ça? Il y a plusieurs choses. En fait, il y a le rire et puis il y a le sourire. Et puis il y a le rire de lâcher prise et puis il y a le rire de conscience. Et puis ce qui est très étonnant, c'est qu'on pleure pour les mêmes choses, mais qu'on ne rit pas pour les mêmes choses. Et de manière générale, c'est une généralité comme d'habitude qu'il y a des contre-exemples, mais les gens vont pleurer pour la perte, les gens vont pleurer dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie, etc., dans la mort, etc. Tout le monde. Par contre, il y a peu de gens qui rient pour les mêmes choses. Enfin, c'est des groupes. Donc le rire, il est extrêmement segmentant.
Mais il y a quelque chose, tu parles d'évolution de conscience, que j'aime beaucoup, et c'est ça, parfois, qui m'énerve, parfois, qui me met en colère, et c'est parfois j'ai envie d'être un sale gosse, c'est que quand j'ai l'impression que parfois, dans des paliers de conscience, c'est très personnel, euh, le rire laisse place au sourire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est le rire, il est moins contemplatif, le sourire est beaucoup plus contemplatif. Et cette notion. En fait, il y a différents niveaux. Parfois, j'ai l'impression que la vie se fout de notre gueule continuellement. Et ça me fait rire. Et parfois, j'ai une sensation d'amour très transversale. Et ça me fait sourire. C'est pas la même chose. Et, ou ça me fait pleurer, d'ailleurs. C'est les deux. Ça me fait sourire et pleurer. Et donc, c'est dur parce que j'ai la sensation que quand je suis dans le rire, je suis dans un niveau d'énergie qui est moins intéressant et moins subtil que quand je suis dans le sourire. Que dans la poésie, il y a un sourire qui est plus beau et plus fort que celui de la vanne. Et en même temps, ça m'énerve parce que je sais que ce rire de rire très puissant où tu as une larme qui sort, tu vois vraiment le gag absolu où tu peux plus le fou rire. C'est un orgasme de la bouche et comme après chaque orgasme, il y a quelque chose qui s'est libéré en fait. Et donc il y a un peu un jugement de valeur en fait là-dessus. Je me rends compte que je pose un jugement de valeur sur le rire. Que j'essaye d'ailleurs, dans l'écriture, tu me connais, c'est toujours de le mélanger, c'est-à-dire que rire, puis l'étonnement, une réflexion. Les Anglais, ils ont un truc que j'adore, ils appellent ça les 4 E. Engage, entertain, educate, elevate. Et donc, tu prends les quatre choses. Donc, au début, en effet, engager les gens avec toi, les prendre dans ton spectacle, donc leur parler de quelque chose qui les intéresse. Entertain, les divertir, les amuser, etc. Educate, leur donner un petit quelque chose. Qu'on apprenne quelque chose ensemble. Et elevate, qu'on soit inspirés les uns par les autres. Et pour moi, le rire, il doit avoir ces 4 E. S'il n'y a pas les 4, il manque quelque chose. C'est des petites règles. Ça, je l'aime bien. Je vois tellement de spectacles où il manque un ou deux E en général. En général, il en manque 2. En général, il n'y a ni educate ni elevate. Il y a juste engage et entertain. Et c'est 90% des œuvres qui sont posées devant nos yeux. Là, je te vois, Enfin, moi, je te connaissais pas il y a quelques années. Quand on a fait connaissance, comme j'ai pas la télé, je savais pas à qui j'avais affaire. Mais le peu de temps que j'ai vu, j'ai eu l'occasion de voir des vidéos de toi depuis il y a plus longtemps. De mon point de vue, je t'ai vu beaucoup évoluer sur ces choses-là, parce que je t'ai vu dans des trucs beaucoup plus entertain avant, ce qui constitue une étape de progression. Mais là, maintenant, sur les 4, puis comme on a quand même un peu bossé l'écriture ensemble, je te vois vraiment essayer de cocher les cases sur cette séquence. Ouais, et puis là, il y a quelque chose qui vient, que tu m'inspires aussi, qui est l'évolution extérieure ne peut pas passer sans une évolution intérieure. Dans chaque numéro, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. Tu vois, là, par exemple, j'écris donc sur l'enfance. On me propose un numéro. Je vois un de mes potes qui invente un numéro. Qui a un numéro assez génial, où il a une ardoise en main, tu sais, l'ardoise d'écolier. Et puis, tu me dis un truc, je te pose une question, quelle est ta couleur préférée? Rouge. Il retourne l'ardoise, il écrit rouge. Et donc, il travaille sur cette méthode, sur cette technique, tout ça, et je lui dis, c'est génial. Et puis, il le fait. Mais, ouais, c'est spectaculaire, mais... So what? So what? Et donc, je lui dis, alors, ce qui serait intéressant, que ce ne soit pas toi qui le tienne déjà, c'est que ce soit le spectateur. Donc, déjà, de mettre l'expérience de l'autre côté. Moi, ce que j'écrirais,
en ce moment, je suis en train d'écrire Grandi un peu, donc sur l'enfance et l'adulte. Donc il y a une histoire qui me plaît, c'est l'histoire de Picasso qui rentre dans une maternelle et l'institutrice, non, un CP d'ailleurs, et lui dit, mais maître, regardez, il dessine comme vous. Et Picasso répond, oui, mais dessineront-ils encore ainsi dans 50 ans? Et donc ce rapport, tu vois, au primal, parce que c'est tout l'art primaire qu'affectionnait Picasso, et la manière dont il l'a transporté. Et donc ce rapport, ne pas perdre son rêve d'enfant, qui est un truc que tous les artistes affectionnent. Brel, par exemple, en premier, qui est toujours ce truc de vivre toujours en connexion de ses rêves, et que l'enfant, il rêve, et puis l'adulte, petit à petit, il s'étiole. Et donc je lui dis, tiens, tu pourrais parler de cette histoire de Picasso. Puis c'est intéressant parce que l'objet, l'ardoise, c'est une ardoise d'écolier. Donc, ça rejoint l'école, ça rejoint... Donc d'être dans quelque chose de plus holistique, tu vois. Donc là, il y a déjà l'educate, il y a l'entertain, tu vois, qui est là. Il y a l'engage, parce que tu ne vas pas poser des questions. Ce n'est pas moi qui ai l'objet, c'est toi qui es là. Donc déjà, il y a 3 points. Et puis maintenant, il manque l'elevate. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On part de Picasso. Et moi, ce que je lui ai dit, bah, tiens, Picasso, ce qui est très intéressant, je trouve, qui est la découverte du cubisme, c'est que le mec, l'artiste, c'est quoi? C'est celui qui a un point de vue que les autres n'ont pas. Mais Picasso, il avait 10 points de vue que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'il regardait de 10 manières différentes et il te montrait tout en même temps. C'est étonnant. Et donc j'ai dit, faisons ça. Regardons de tous les points de vue en même temps. Comment on fait? Et là, tu vois, et donc c'est ça me plaît maintenant, cette écriture-là. Et parfois le rire, il passe un peu à l'as. Et la vanne, je la trouve après maintenant. Elle est pas essentielle. S'il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de vanne. Et c'est peut-être pour ça que je ne suis pas un humoriste à proprement parler. L'humoriste, c'est une vanne toutes les 15 secondes. C'est ça le métier d'humoriste. C'est une phrase, ça s'appelle la straight line, la punchline, le rire, straight line, punchline, rire, straight line, punchline, rire. C'est ça un humoriste. Il y a une économie du rire. Enfin, dans le stand-up américain. Oui, dans le stand-up américain. En France, il y a le personnage qui peut venir, il y a la situation qui peut venir, il y a une autre forme, mais quand même, on a tendance à se rapprocher des Américains. Et surtout avec l'arrivée des plateformes qui ne jurent que par le stand-up, ils sont en train d'acheter tous les humoristes stand-uppers, tous les autres sont en train de disparaître. Donc il y a aussi la forme, il y a une dictature de la forme, parce que ce sont les Américains qui ont le pognon et qui font les choses. Mais il y a d'autres choses, je pense qu'il y a d'autres choses à raconter. Il y a d'autres histoires à créer. Je trouve... c'est cette histoire de Bergson. Tu vois, c'est marrant, tu parles des animaux qui rient. La grande majorité des humains sont convaincus que nous sommes les seuls à rire. C'est faux. Ça, c'est important. C'est vrai que si vous regardez sur Internet, tu verras en effet des vidéos des singes ou des chiens à qui tu fais un tour de magie et dont certains explosent de rire, vraiment. Donc ce n'est pas le propre de l'homme. Et puis le rire, c'est aussi un lieu de protection. C'est un lieu de masque aussi. C'est mieux rire pour pas pleurer. Il y a beaucoup de choses aussi de cet ordre-là. Mais chaque fois qu'on parle de ça, ça me fait penser à ce sketch que tu connais peut-être, de la blague la plus mortelle du monde. Celle qui fait vraiment mourir de rire. C'est les Monty Python qui avaient créé ça. C'était des scientifiques qui créaient ensemble la blague qui fait mourir de rire. En se la lisant les uns les autres, ils meurent. Donc tu as tout le laboratoire, ils sont tous... Et il commence à rire, il meurt. Et c'est dans une fiction
de la Seconde Guerre mondiale ou même la Première, je ne sais plus, parce que non, c'est la Première, c'est une guerre des tranchées, donc c'est la Première Guerre mondiale. Et puis tu as les Anglais, le laboratoire anglais, donc ils se passent la blague sous scellé, ils la font traduire, le traducteur meurt en la traduisant en allemand, et les Anglais la disent en allemand pour tuer, et les mecs, les Allemands meurent de rire, et grâce à la blague qui fait mourir de rire, et ça me fait mourir de rire. Ça me fait complètement... C'est bizarre. Ouais. C'est complètement bizarre, mais moi, ça me fait mourir de rire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout sensibles à cet humour-là. Donc, est-ce qu'on peut rire de tout? Là, c'est fou, parce que dans cette parodie-là, les Monty Python, ils se foutent de la gueule des scientifiques qui sont en train de chercher des armes chimiques et autres. Ils se foutent de la gueule des politiques qui prennent des décisions complètement absurdes. Ils se foutent de la gueule des militaires qui font tout ce qu'on leur dit comme des moutons. Donc ils sont en fait sous un prétexte. Il y a tout un truc, et moi ça me réjouit de voir ça. Ça me réjouit en fait. Voilà. Et parfois on ne perçoit pas tous ces degrés en fait qu'il y a derrière une simple vanne. Bon, alors là, on fait de la grande théorie sur l'humour, mais toi, alors comment tu te sens évoluer et cheminer sur tout ça? Tu sens plus des contraintes qui arrivent et tu n'as pas encore construit un champ créatif, ou tu sens que ça vient? Comment tu te sens? Moi, je me sens dans un chemin intérieur quasiment schizophrénique, c'est-à-dire entre je suis à un âge de ma vie où le passé n'est plus possible et le futur n'existe pas encore. Donc dans une espèce d'hyper-présent qui passe, qui est assez hystérique, c'est-à-dire qui est un peu maniaco-dépressif, voilà. Voilà où j'en suis, dans une espèce de joie euphorique de sentir quelque chose, et puis tout d'un coup, dans une dépression énorme de se rendre compte que le monde n'est pas et ne sera sans doute jamais ce que j'aimerais qu'il soit. Donc ça, c'est l'état dans lequel je suis. Et le chemin que je découvre aujourd'hui, c'est la simplification. C'est-à-dire là, j'adore parler avec toi. Tu sais, c'est une espèce de joie d'avoir un frérot qui a des idées auxquelles tu n'avais pas pensé 5 secondes avant, qu'elle kiffe, quoi, quel bonheur. Et puis, ce que j'aime bien, que je trouve intéressant dans notre discussion, c'est qu'une fois qu'on a dépassé cette cérébralité, cette jouissance du mot, de l'étymologie, d'une recherche, d'un partage de connaissances et tout ça, il y a le spirituel qui est derrière. Donc, et c'est difficile, enfin, moi, ce qui m'est difficile aujourd'hui, c'est ça, c'est de ne pas oublier qu'il y a toujours le spirituel. Ça, c'est difficile. C'est difficile il y a des économies, je ne parle pas juste d'économie financière, je parle d'économie du rire, justement, par exemple. Le fait qu'il faille faire rire. Quand tu es humoriste, tu viens sur scène. C'est le seul métier où on te juge toutes les 15 secondes. Tu fais une vanne, les gens ne rient pas, ils disent « Dis donc, il n'est pas en forme, Eric, aujourd'hui. » Tu en fais une deuxième, les gens ne rient pas, ils disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Et 3, ça y est, les ringards, c'est fini. Il y a peu de métiers où on te juge toutes les 15 secondes. Pilote d'avion, voilà. Écoute, si les gens rient plus, tu dois inventer dans la politique. C'est ça. Donc cette économie-là, en fait, c'est une dictature. En fait, c'est ça que je veux pas. Aujourd'hui, c'est ça. Je veux pas être un mouton. Je veux pas être dans la dictature de mon métier. Je veux pas être dans la dictature des médias. Je veux pas être dans cette dictature-là. Et c'est vrai que des rencontres comme la tienne, ça me rasséréne. Ça me conforte dans le fait que le bonheur, il est pas dans le succès. Il y a un truc que... Moi, j'ai toujours voulu être le premier. Je voulais être le premier magicien de France. Je le suis devenu. Je voulais être le premier magicien de francophonie. Je le suis devenu. Je voulais
être un magicien international. J'essaye encore de donner cette espèce d'ambition comme ça, mais être le premier, ça n'a aucun intérêt profond, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de se dépasser. Ce qui est intéressant, c'est de se découvrir. Ce qui est intéressant, c'est de dire, de penser, de faire des choses qui n'ont jamais été dites, jamais été faites, jamais pensées. C'est de créer, c'est ça qui est intéressant. Mais là, il y a une course effrénée au bonheur dans des objectifs qui ne sont pas connectés au bonheur, en réalité. Et ça, je le découvre, tu vois. Donc, c'est ces petits états-là, enfin, ces grands états-là, et évidemment, ça ne remet pas en question, là, on parle du métier, mais ça remet en question, évidemment, ma vie privée, mon rapport aux gens que j'aime, au monde, et même à moi, à mon corps, à la manière dont je le traite, à l'esprit, tout ça. Et c'est vrai que toi, ouais, il y a des choses... Je parle de toi à mes copains. Je leur dis, vous savez, Jean-François, il vit dans l'économie du don. Quoi? Il n'a pas de compte en banque. Il n'a pas de... Si, mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il ne demande pas d'argent en face d'un travail qu'il fait. Et pourtant, le travail qu'il fait, de conseils, de conférences, c'est le max de ce que il est au top de son métier, de ce qu'il est. Et les gens disent, quoi? Mais comment il fait? Mais comment il fait pour manger? Comment il fait? Et je trouve ça mignon. Et moi aussi, je me suis posé ces questions. Quand je t'ai rencontré, je me suis dit, mais comment fait-il? Et ça me plaît bien parce que je n'ai pas du tout envie d'être comme toi. mais tu n'y arriveras jamais, de toute façon. Sans doute que oui. Sans doute que oui. Mais je suis content que tu existes, en fait. Merci. Non, mais... J'ai mes chevilles là qui... Non, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens, je suis content qu'ils existent. Ouais. Il y a des gens, je suis trop content qu'ils existent. Beaucoup de gens, malheureusement, j'étais très heureux qu'ils existent, ils ne sont plus là. Et il y en a, malheureusement, mais c'est plus facile d'idéaliser des gens qui ne sont plus là. Mais des gens je suis hyper content qu'ils existent. Quand tu regardes quelqu'un, tu te dis, ah, lui, je suis vraiment content qu'il existe. C'est cool quand même. Ça n'arrive pas si souvent. Je reviens à ce que tu disais, tu sais, ces moments où tu te sens enthousiaste, créatif, tout ça, puis les moments où tu plonges dans la big déprime. Tu vas me dire si ça match. J'ai l'impression que ça se joue une fois de plus encore dans le rapport entre le pouvoir et la puissance. Quand tu vas dans la puissance, tu te trouves dans un état où tu n'as plus à te lamenter du monde. Tu crées le monde. Tu sens que tu as la puissance. Mais attends, le monde ne me va pas. Ben, je vais faire un truc 1000 fois mieux. Même s'il s'agit d'un intervalle sur scène de 2 heures ou d'un texte ou autre chose, j'ai fait monde. Après, ça suivra son propre chemin. J'ai pas à déployer une action politique du déploiement de cette graine. Je la dépose et là, je me sens dans la puissance. Et puis, les moments où, non, j'oublie un petit peu cette puissance, je constate le monde et là, je me sens impuissant face à ce constat terrifiant parfois, avec l'envie d'aller dans le pouvoir, mais le constat du manque de pouvoir, même si tu as du fric, une fonction au top de la chaîne alimentaire humaine, etc., dans les pyramides. Et là, tu peux te sentir dans un désespoir de l'impuissance. Ouais. Et donc, quelle pratique on peut avoir, justement, pour retrouver cet état de puissance? Ça veut dire de recapter, de reconquérir au fond de soi, finalement, cette énorme liberté qu'on a de créer. Parce que finalement, tout se joue là. On peut passer la prochaine heure tous les deux à se lamenter de tout ce qu'on veut du monde, et les raisons ne manqueront pas. Mais au dépens d'un autre état de conscience, on va se dire, bon, allez, on invente quel monde à côté? Et tu vois, je vois tellement souvent aussi ce que j'appelle l'indignation consensuelle. Ça veut dire, on va se sentir ensemble et reliés parce que nous nous indignons contre, alors tout, hein, tous les sujets possibles, et ça crée une sorte de reliance, mais je dirais une reliance déjà éphémère, qui dépend de l'objet dont nous nous plaignons. Si cet objet disparaît, il va vite falloir en créer un autre, sinon ça ne va pas aller.
Et voilà, dis-moi si ce que je décris, parce que là je parle un petit peu de moi, mais on se connaît en tant que grand mélancolique, Ouais, absolument. cyclique, etc. Tu vois, il y a aussi ce moment quand Ouais. il y a l'état de puissance. En fait, on se sent aussi en félicité quand il y a un alignement entre l'être et le faire. Donc, comme deux miroirs qui se regardent, l'intérieur subjectif, l'extérieur objectif. Et si ces deux miroirs s'alignent l'un face à l'autre, tu sais, comme quand on aligne deux miroirs, tu as une sorte d'explosion d'arabesque, tu vois, une explosion d'émergence que tu ne peux pas anticiper par les calculs, tellement tu as des boucles de rétroaction entre ces deux univers. Et là, donc, il y a une explosion de créativité, et donc une explosion de puissance créatrice. Et quand on va dans cette puissance, on se moque de savoir les conséquences, parce qu'il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus de petites choses ou de grandes choses. Il y a juste ce moment d'inspiration, ce truc génial. Et la question, comment rester dans cet état-là, le cultiver, malgré toutes ces vagues qui peuvent arriver, qui peuvent nous envoyer dans cette volonté de pouvoir au lieu de cet état de puissance. Ça te parle, ce cycle-là? Mais plus qu'un peu, ça me parle toujours et je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que cette dualité, j'y suis tout le temps. On parlait au déjeuner d'une chose, je regarde les infos et je vois Dupond-Moretti et Castex et les ministres de l'Intérieur qui disent il faut lutter contre le terrorisme, etc. Il y a cet homme marocain qui n'avait pas de papier pendant 10 ans, qui a tué un agent d'accueil au commissariat, une femme par armée, etc. C'est du terrorisme. Et puis des heures sont déployées sur cette femme, pour qui j'ai l'empathie la plus profonde, mère de famille. Ça me donne les larmes aux yeux d'y penser, d'imaginer cette femme qui n'a rien fait, qui est là, qui est juste là. Et en face, on a un con. En face, on n'a pas un type qui est dans la théorie, qui est un type brillant. Il a 2 de QI, il a fumé, il est con, il a vu un site internet, et dans sa solitude et dans sa souffrance, il s'est identifié à ça, et il a fait cet acte ignoble. Sauf que là, on a 3 hommes politiques de premier rang qui mettent des millions pour résoudre un problème qui est un problème d'un mec qui a sans doute 71 de QI, pour dire la vérité. Et à côté, des sujets qui me semblent essentiels, que sont par exemple pour moi le premier sujet, c'est l'éducation. C'est le sujet essentiel, la curiosité. Se poser des questions, regarder l'autre, regarder ce qu'on ne connaît pas, de tous les niveaux, dans tous les mondes, dans toutes les sphères. Si on fait ça, et si on investit du temps là-dedans, on change notre humanité. On change le monde, on change la planète, on change tout par le questionnement, par la curiosité. Et je vois les 3 là, qui sont en campagne politique, parce que dans un an, il y a des élections, et qui travaillent sur un sujet qui est la peur et la sécurité. Et tous les êtres humains qui sont en face, BFM, qui passent des heures là-dessus, qui eux font de l'audimat, c'est quand même très étonnant. BFM, c'est la société Altis et Drahi, c'est les mêmes boîtes. Ils ont les scores en direct des gens qui les regardent. Donc ils font évoluer leur sujet en fonction de ce qui intéresse les gens ou pas. C'est une réalité, il faut le savoir. Donc il y a un grand auteur qui meurt, c'est important, c'est quelqu'un qui a marqué, il voit que ça ne fait pas d'audimat, ça passe en 5e sujet et ils remettent un truc sur le terrorisme d'une personne. Mais oui, ça me rend terriblement mélancolique. De savoir que des classes d'enfants à 35, à 40, des professeurs qui est un des plus beaux métiers au monde ne peuvent pas faire leur métier parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ça me déprime que les services hospitaliers soient débordés, que les gens n'aient pas les moyens de soigner, d'accueillir. C'est éreintant. Et c'est une phrase que me disait ma maman, il me faisait tout le temps, ne te fais pas si petit, tu n'es pas si grand. Et c'est une sensation d'impuissance. Cette sensation d'impuissance totale de dire quoi que je fasse, quoi que j'écrive, quoi que je dise, ça ne changera rien ou une goutte d'eau, un grain de sable dans les milliards de grains de sable.
Et en effet, je suis un homme de pouvoir. Je suis un magicien, donc c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, qui sait faire des trucs que les autres ne savent pas faire. Je suis connu, c'est une position de pouvoir. Je gagne bien ma vie. L'argent, c'est une position de pouvoir. Donc j'ai cherché cette position de pouvoir activement, me disant que j'allais pouvoir changer des choses et créer un monde qui était celui que j'avais envie de créer en ayant du pouvoir. Et ça me rend de plus en plus triste. Et de plus en plus triste. Parce que je me rends compte que je suis impuissant. Parce que tu restes dans le rapport au monde du pouvoir. Absolument. Ouais, comme les autres. Ouais. Absolument, comme les autres. Ouais. Et même si je pense que j'ai de l'éthique, même si je pense que je fais les choses pour les bonnes raisons, ça ne change rien. Je suis dans une économie de la vie basée sur une quête qui n'est pas la bonne. Et quand j'écris, quand je suis avec un ami, quand j'aime ma chérie, quand je suis inspiré, quand j'échange avec le public, quand tout d'un coup j'écris quelque chose qui me dépasse, qui résonne chez l'autre et tout, ces sentiments-là de mélancolie disparaissent. De manière assez éphémère, mais ça disparaît. Et c'est remplacé par une notion de puissance. C'est remplacé en effet par une notion d'alignement, d'être ce que je suis, là, et d'être, je pense, inspiré et inspirant, mais ça ne me suffit pas. Il y a quelque chose de trop petit. Et je pense que ça vient de quelque chose que je suis en train de découvrir, ça vient d'un manque d'amour profond pour l'être de personnel. Ça vient d'un traumatisme qui fait que je me suis détesté, que je me suis haï. Et cette quête qui a été la mienne de reconnaissance de millions, c'est venu dire, regardez, est-ce que vous m'aimez bien? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je mérite de l'amour? Et puis plus j'ai avancé, plus ça marchait pour moi, plus les gens me renvoyaient du renforcement positif, me disaient « Ouais, c'est bien ce que tu fais, ah, on t'aime bien, ah, on a envie de venir voir tes spectacles, on a envie de passer du temps avec toi, ah, vous nous faites du bien, oh, patati patata ». Je me rends compte que la mélancolie ne disparaît pas. Je me rends compte que j'ai toujours pas d'amour pour moi, que je me trouve toujours nul, Et à un moment, il y a une évidence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et ça, je le découvre en psychanalyse, je découvre en EMDR, je fais donc un chemin intérieur. Les chemins spirituels que j'avais pris, de méditation et tout ça, m'ont emmené ailleurs, c'est-à-dire je n'entendais pas cette souffrance-là. J'entendais autre chose, en fait. J'étais un grain de poussière, et donc là, c'est génial, plus rien n'a d'importance. Mais quand je retournais, ça ne me changeait pas mon quotidien. Donc c'est ce chemin-là qui est étrange, mais qui peut paraître très égoïste et très simpliste, et puis qui est très banal. Tu dis à quelqu'un, mais aime-toi, tu sais, aide-toi et Dieu t'aidera. C'est pas con, en fait. Aime-toi et tu pourras aimer. Si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu aimer les autres? C'est pas possible. Tu fais semblant d'aimer si tu t'aimes pas. Donc il y a quelque chose de cet ordre aujourd'hui. Mais c'est très difficile parce que c'est le fonctionnement acquis. Et nous, on nous lave le cerveau continuellement. La société, les êtres humains, l'école, on se lave le cerveau les uns des autres dans le sens où on se conditionne continuellement à autre chose qu'à ce qu'on est profondément. Les conditionnements sont... Et il n'y a rien de plus difficile que de désapprendre. C'est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose de nouveau sur un terrain vierge que de dire « Et là, je suis épuisant ». Finalement, la chose qui m'apparaît maintenant, en fait, dans une espèce d'illusion de toute puissance, je pensais que si on devenait un super spécialiste de quelque chose, c'était bon, tout marchait. Et aujourd'hui, j'apprends l'équilibre. Voilà. La pratique de l'équilibre. Du temps avec les enfants, du temps avec soi, du temps avec le travail, du temps avec les amis, et du temps avec le corps, du temps avec l'esprit, du temps. Donc c'est juste une question de pratique, j'ai l'impression.
C'est l'intuition que j'ai aujourd'hui et qui se révèle être assez efficace. Je me sens beaucoup mieux dès le moment où la journée a été morcelée, un temps de corps, tu vois, un temps d'amour, un temps de travail, un temps de réflexion, un temps de découverte, découvrir quelque chose encore, de nourriture, voilà, un temps de partage. Et tous ces temps-là, s'il y a ces temps-là, si tu arrives dans la semaine à avoir tous ces temps-là, là, il y a quelque chose qui se fait, qui est juste. Ouais, pour moi, ce que tu dis, ça participe de ce que j'appelle l'approche intégrale. D'ailleurs, ce terme-là, je ne sais pas du tout inventé, il nous vient aussi des États-Unis, notamment tout le mouvement autour de Ken Wilber, où on amène tous les plans de l'être, donc le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, donc ces 4 plans si on simplifie un petit peu, et faire que tous les aspects dans ta journée deviennent un petit peu fractales. Ça veut dire il y a tout dans tout. Ça peut se passer dans 10 minutes, ça peut se passer dans 10 mois ou 3 ans. Il y a des grands espaces de temps et des espaces de temps très courts. Mais voilà, tu vas faire tes pompes le matin si tu veux faire du cardio et du physique. Ouais, mais tu vas amener d'autres trucs qui vont peut-être générer une idée géniale ou une disponibilité psychique que tu n'aurais pas eu autrement dans ton espace émotionnel, qui va rebondir sur telle conversation ou telle ligne d'écriture que tu n'aurais jamais eue si tu avais fait ça sous stress et si tu avais obéi aussi aux logiques sociétales de pouvoir, parce qu'on en a suffisamment parlé aussi. Je veux dire, combien de fois tu te retrouves à dire oui, 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 oui sur des trucs, tu remplis une sorte de boulimie d'agenda. On connaît tous ça de toute façon, je connais ça aussi, dans des mesures moindres, mais on nous demande, et puis au bout d'un moment, on a un agenda rempli. Alors un agenda de surface. Ouais. Il n'y a pas un agenda de profondeur. Ouais. Et on oublie justement, on rentre dans un temps mental qui reste un temps de surface, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc il y a des limites, alors que le temps de la profondeur n'a pas de limite. Oui. Mais ce temps de la profondeur, tu ne peux le trouver que si tu vas nourrir tous les aspects de ton être. C'est-à-dire que tu écoutes ton tableau de bord émotionnel, mais totalement. Ça veut dire, on ne dit pas gérer ses émotions, ça relève du truc classique, gérer comme une sorte de saloperie qui t'arrive, tu vois, mon Dieu, j'ai des émotions, il faut que je les gère. Mais au contraire, elles te nourrissent d'une quantité phénoménale d'informations dans la navigation de ta vie, quoi. Il s'agit d'un tableau de bord, mais sublime, tout ce tableau de bord émotionnel, mais parce que tu t'y identifies plus. Et donc, ça amène à cette expérience, effectivement, d'une sorte presque de paresse ou d'emploi du temps décousu. Parce que dans tes journées, tu vas faire un moment, tu vas faire 2 heures de sport si tu avais envie de faire 2 heures de sport. Tu vas te faire une sieste, pas possible parce que tu vas intégrer des trucs, tu vas voir les gens que tu aimes, tu vas tout d'un coup te mettre dans une phase d'écriture, tu ne vois plus personne pendant 2 jours. Mais il y a quelque chose qui suit, on se met à suivre ses propres rythmes, et la notion de rendement ne marche plus là-dedans. Extérieurement, si tu regardes simplement les blocs de temps, on a l'impression d'un truc décousu et sans rendement. Et pourtant, si on se base sur le seul rendement, mais on a tous cette expérience-là. Je veux dire, à partir du moment où on se met à écouter cette vie intégrale, où on laisse vivre l'être, mais les trucs qu'on produit simplement sur cet aspect-là, mais ça devient démentiel. Mais ça veut dire qu'il faut s'attacher au poteau et pas écouter les sirènes. Parce que les sirènes te disent gagner du fric, faut que t'as signé pour tel contrat ou tel truc, faut y aller. Puis il y a aussi celui-là, puis il y a celui-là. Ah, puis celui-là, on n'avait plus pensé, mais il faut aussi, etc. Et là, tu rentres dans un... Je veux dire, la notion du temps devient un temps de surface et dictée par des rythmes qui n'ont plus rien d'organique, ou d'alchimique plutôt, à l'intérieur de toi. Et donc, question pour toi, mais ça tu m'as entendu te la renvoyer, je te la renvoie publiquement. Voilà. Comment tu peux devenir justement cet artiste, cet être créateur qui a installé dans une pratique de la puissance et pas une pratique du pouvoir. Là où tout le monde, les chaînes de télé, les productions... sont dans le monde de pouvoir. Et bien sûr, et notamment parce qu'il y a de l'argent, et l'argent, ça représente un outil de pouvoir. On peut utiliser de la puissance dans l'argent. Attention, la puissance Absolument. peut utiliser le pouvoir. Le pouvoir Absolument. ne peut pas utiliser la puissance. Ouais. Ça ne va pas dans le... Ouais. Il n'y a pas de réciprocité. Comment tu te sens par rapport à ça? Moi, je te vois dans des phases
où je te vois partir complètement dans la dérive de tous ces trucs-là, et je le comprends. Hein. Et puis, il y a des fois, je te vois, waouh, tu reviens au port. Et comment tu pourrais rester dans ce truc-là? Réponds-moi tout de suite. Écoute, c'est basique, hein, mais je vais te dire l'équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre, il se fait par des choses essentielles que sont justement le retour, c'est-à-dire les valeurs. Par exemple, tout à l'heure, Charlotte, ton amie, me parlait, c'est quoi mon verbe? Et elle parlait de son verbe. C'est quoi son verbe qui l'a défini, qui est le plus important et donc elle en avait un. Et moi, par exemple, j'ai défini des tableaux, tu vois, de valeurs. C'est-à-dire, c'est comme les 4 E. C'est-à-dire, s'il en manque un, ça ne va pas. Il y a des choses, par exemple, des questions avant de faire quelque chose. Est-ce que je vais m'amuser? Est-ce que je vais apprendre? Est-ce que ça va nourrir ma famille? Et voilà. Et j'ai rajouté une autre. Est-ce que c'est singulier? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond vraiment à mon être? Est-ce que c'est en adéquation avec mon être? Si il y a ces 4 questions, tu vas t'amuser, tu vas apprendre, tu vas gagner ta vie. Et ça correspond à ton être. C'est juste. S'il en manque une, déjà c'est un animal à qui on ampute une patte. Il en manque 2, bon, c'est même pas la peine d'y aller. Et si tu fais les choses que pour une, si tu fais les choses juste pour t'amuser, juste pour de l'argent, c'est juste pas possible. Donc ça c'est dans la pratique, c'est les questionnements. Et puis c'est des valeurs, de notions. Est-ce que c'est, par exemple dans l'écriture, est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce qu'il y a plusieurs degrés? Est-ce que c'est généreux? Est-ce que qu'est-ce qui motive cette parole derrière? Donc c'est évidemment le questionnement. Et après, dans la pratique très commune, moi, c'est ce qui manque, mais ma souffrance, c'est vraiment mon chemin à moi, c'est la pratique physique. Pour moi, l'évidence absolue, c'est quand je pratique physiquement, toutes ces valeurs-là, elles sont automatiques. Quand je ne pratique plus physiquement, c'est-à-dire que quand je vais bosser 16 heures par jour, et ça m'arrive très régulièrement, d'avoir une journée où j'ai 16 heures de boulot par jour, où les caméras arrivent le matin à 8 heures à la baraque, et ça finit à minuit, et il n'y a pas une seconde, et pendant le déjeuner, je suis en représentation, et je suis en représentation continuellement. Ça fait partie des enjeux parfois de mon métier, c'est comme ça. Mais c'est-à-dire que le lendemain, tu ne peux pas laisser le corps partir. Si le corps part, alors là, c'est fini. Et le cercle vicieux commence. Et donc, c'est l'engagement que je prends vis-à-vis de moi, aujourd'hui, c'est celui-là. C'est de dire, là, les 15 kilos que j'ai pris cette dernière année, c'est plus possible, en fait. C'est un poids mental, en plus d'être un poids physique. C'est une charge. Déjà, la charge mentale, ma charge mentale est énorme. Donc, la charge physique ne peut pas l'être aussi, sinon, à un moment, ça va péter. Alors, tu sais que là, tu dis quelque chose, on te filme là. Ouais, c'est vrai que c'est flippant parce que je ne l'ai jamais tenu. Et je pense que ça, c'est le chemin aussi. C'est vraiment un truc hyper personnel que je vous livre. C'est vraiment... Quand même, tous les artistes que je connais, c'est des puits sans fond de manque d'amour. C'est tous des traumatisés de l'amour. Tous. Qui n'ont pas été aimés par un parent, qui ont eu des traumas de violence. C'est tous ça. Et cette quête d'être aimé par des centaines de milliers de personnes, c'est qu'en ce moment, je bosse sur le corps avec un coach sportif qui était champion du monde. C'est pas naturel d'être champion du monde. Ça n'a rien de naturel. Ça n'est pas naturel d'aller sur scène. C'est pas naturel d'être suivi par plus d'1 million de personnes sur Facebook. C'est pas naturel. Que c'est pas naturel de se balader dans la rue et que tout le monde t'arrête toutes les 5 secondes. C'est pas naturel. Donc, il y a quelque chose qui est donc décalé. Et ce décalage-là, il faut bien le compenser d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut bien rééquilibrer. Et sur ça, il y a des artistes, moi, que je trouve extraordinaires. Par exemple, Stromae. Stromae, qui nous a tous inspirés, qui nous a envoyé des claques dans la gueule esthétique, sonore, de fond et de forme en même temps. Il avait l'occasion d'être connu dans le monde entier, d'être aussi une star américaine, d'être machin. Donc et puis tu vois que le mec, non. Il préfère arrêter, vivre ça et vivre et faire autre chose. Et puis, tu as ceux qui ne peuvent pas s'arrêter. J'en connais un que j'aime beaucoup, important, qui est Michel Drucker, par exemple.
Michel Drucker, sa vie, c'est la représentation. Et il y a quelque chose que... C'est marrant parce que tu le faisais dans tes mouvements et tu le disais avec une autre forme, mais pour moi, il y a la verticalité, l'horizontalité. C'est-à-dire que on est dans une société qui est de plus en plus horizontale. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans le monde extérieur, et de plus en plus. Et les artistes ont tendance à ça. Souvent, un artiste, il arrive au monde extérieur, à la télévision, parce qu'il a fait un bon truc, quelque chose qui a plu aux gens, et on l'oblige à être de plus en plus horizontal. On t'aime bien, viens nous voir. Et nous, les artistes, on est content d'y aller. On est content de se montrer, parce que c'est grâce à ça qu'on existe. Mais plus tu es horizontal, moins tu es accroché dans cette verticalité. Et ces temps de verticalité, et c'est pour ça qu'on voit un appauvrissement de la production artistique, c'est pour ça qu'on voit un appauvrissement intellectuel, lexical, etc. C'est parce que plus il y a d'horizontalité, moins il y a de temps de recherche, et moins tu reviens avec quelque chose. Mais en même temps, c'est très facile de le dire, c'est très difficile de le faire. Voilà, c'est comme tout, en fait, tu te crées tes propres prisons. J'ai créé des sociétés, j'ai engagé des collaborateurs, j'ai créé un univers, et maintenant, si je ne produis pas, comment je fais pour nourrir mes collaborateurs, Et puis c'est des fausses excuses, évidemment. Si demain je meurs, ils vont tous s'en sortir. Ils seront sans doute tristes, un peu, mais ils vont tous s'en sortir. Après, il y a aussi quand même des moments qui sont beaux. Tu vois, là, on fait ce spectacle digital sur lequel tu m'as beaucoup aidé. Je fais la connexion. Je suis le seul artiste francophone à avoir fait 60 dates de spectacle pendant le confinement. 60 dates, c'est-à-dire que tous les 10 intermittents du spectacle avec qui j'ai travaillé, dont certains avaient perdu leur statut, ont refait leur statut. Donc ils sont venus me voir en me pleurant dans les bras et me disant « Merci Eric, parce que tu nous as sauvé la vie. Si tu n'avais pas fait ce spectacle, on n'avait pas de boulot. Un allait faire des déménagements, l'autre déménage, etc. » Bon, ils auraient survécu sans moi. Mais là, ils ont fait leur métier, ils ont fait ce qu'ils aiment, ils ont fait quelque chose qui compte pour eux, et en même temps, ils étaient heureux, en même temps. Donc c'est toujours ce délire de toute puissance. On en revient à la boucle de tout à l'heure, c'est-à-dire ce truc de renforcement positif où j'ai besoin que l'autre me dise c'est génial ce que tu as fait pour me dire ok, j'ai le droit de continuer à vivre. Ce qui est très malsain, mais en même temps, c'est le mode de fonctionnement dans lequel je suis aujourd'hui. J'en prends conscience, je l'identifie dans plein de moments de vie, dans mon rapport avec les amis, avec les amours, avec le boulot, et j'essaye de voir s'il y a un autre mode de fonctionnement qui est plus sain. Et par petites touches comme ça, tu vois, les choses évoluent, et aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, maintenant, juste là, au moment où je te parle, je suis triste parce que j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai été loin dans la destruction, parce que je me suis mis loin de mon axe, et je suis heureux parce que je suis là, avec toi maintenant. Voilà, tu vois. Donc, je suis triste parce que je vois des gens qui font les mêmes bêtises que moi, ou qui font bien pire, qui vont dans la destruction totale, qui se détestent, qui se haïssent à se détruire. Et pire, qui, comme ils n'ont pas en plus parfois la rigueur de comprendre que c'est leur problème, le mettre sur les autres. Et ça, cette violence-là, moi, c'est celle que je déteste. C'est-à-dire, c'est quand la violence intérieure dépasse l'intérieur et qu'elle va... Là, pour moi, ça n'est pas acceptable. Donc, et malheureusement, ça arrive tout le temps. Mais la vue est belle, elle est dégagée. Dis-moi ce que tu veux me dire comme ça. Tu veux prendre le mot de la fin. Je préfère t'écouter toi que moi. Dis-moi ce que ça t'inspire. Non, je trouve ça marrant quand on a 20 piges, si tu veux, on n'a pas de fric, on n'a pas d'expérience, on y va, on ne se pose pas de questions, on fait des trucs incroyables. Ouais. 20 ans plus tard, on a plein de fric, on a une tonne d'expérience,
Et on peut quand même se sentir et on se sent dans une sorte d'impuissance. Alors qu'on a une intelligence, on a un réseau social de ouf, et on peut se plaindre. Ouais, j'y arriverai pas, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Enfin voilà quoi. Juste ça, ce constat. Moi, je l'ai plus, par exemple, je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprises, par exemple, tu vois, qui me sollicitent pour vraiment de l'innovation, de rupture, des trucs comme ça. Et jamais toute ma dimension justement artistique, de rupture, des normes ou des trucs comme ça. Mais j'entends souvent ça. Je veux dire que ils n'ont pas suffisamment de budget pour, ils oublient que mais il y a une époque, il y a une start-up aussi, l'entreprise n'avait pas démarré comme ça. Alors soit créée par eux ou par d'autres personnes, mais il y a toujours ce même truc d'oublier qu'il y a ce feu sacré qu'on a toujours à disposition si on veut. Et il suffit d'activer. Ouais. Sauf qu'on se sent bourgeoise. Ouais, et on est trop bourgeois. Ouais, c'est ça. Mais tu le sais, on en a parlé 1000 fois. La création, elle ne vient jamais du centre. Elle est toujours à la marge. Elle est toujours sur le côté et qu'avec l'âge, on se rapproche du centre. Et je ne parle pas du centre de notre axe. Je parle de là où il y a beaucoup de monde. Ouais, le centre de gravité de la société, c'est ça. De la conscience générale, absolument. Et donc, il faut se défaire, il faut lutter contre la gravité. Et c'est un effort de lutter contre la gravité sociétale. C'est un vrai effort. C'est un effort physique, mental. Voilà. Et en même temps, c'est joyeux, quoi. C'est joyeux de voir. Parce qu'en fait, plus tu vas vers le centre de gravité sociétale, plus il y a de monde. Et tu ne peux pas, évidemment, créer s'il y a quelqu'un qui est collé contre toi là et quelqu'un qui est collé contre toi ici. Il faut que tu ailles tout là-bas, là où c'est plus dur, où il faut marcher, où le terrain est plus pentu et tout ça. Mais il y a beaucoup moins de monde. Donc là, tu peux peindre, tu peux danser, tu peux chanter. Il y a des mots qui existent, qui ont de la place, qui n'existent pas ailleurs. Et c'est dans cet espace-là. Donc, voilà. Il y a un mot aujourd'hui, c'est... éloignons-nous du centre de gravité. Mais ça, on l'a eu beaucoup quand on travaillait l'écriture de ton spectacle Connexion, puisque tu savais déjà il y a 1 an que les spectacles de salle, de scène, ça n'allait pas le faire. On avait cette intuition-là, voilà, tous les deux. On avait cette intuition-là. Et moi, ce que j'ai vu d'assez extraordinaire dans Connexion, j'ai vu les pilotes que tu as fait, enfin les essais que tu as fait, où tu te trouvais encore sur scène à faire des jeux de scène. Et 10 jours ou X jours après, il y a tout le métier, ton génie qui a fait le dessus. Non, j'essaie de te flatter un peu. Et en fait, il y a vraiment un truc à shifter où tu allais justement dans une autre zone. Moi, ce que j'ai vu, quand tu fais de la scène, les gens viennent dans ton univers. On te rend visite. Tu imposes quelque chose. Même si tu as 5000 personnes, tu imposes tes règles, tes normes, etc. Après, tu peux te rater, mais voilà le deal. Et là, tu vas chez les gens. Tu viens chez moi, je me trouve bien confortablement assis dans mon canapé. Si je ne veux pas faire attention ou me montrer irrévérencieux, je peux le faire, parce que le boss, il se trouve là chez moi. Absolument. Et donc, tu as fait cette bascule vers un ton intimiste, où tu parlais intimement à chaque personne. Et j'ai bien vu la différence entre quand tu as fait tes premières répètes, auxquelles j'ai eu le plaisir, bien sûr, d'assister, où je me disais, wow, ça, il y avait une sorte de décalage de trucs qui me mettaient mal à l'aise, parce que tu faisais de la scène. ou de la télé, enfin. Mais... Non, même pas la télé, tu vas chez les gens. Et là, faisais de la scène. Voilà, tu faisais de la scène, et ça détonnait. Ça... Absolument. Et donc voilà, ces trucs à réinventer. Il y a aussi des formes d'humour à réinventer. Alors, tout le souci, c'est l'humour. Ouais. Parce que justement, quand je suis sur scène, je peux dire, les enfants, fais pas de bêtises. Parce que tu sais qu'à chaque fois qu'un enfant fait une bêtise, il y a un ange qui attrape le sida. Quand je dis ça sur scène, ça passe très bien. Ouais. Quand je dis ça à la télé, ça passe beaucoup moins bien. Ouais. Quand je dis ça à juste 5 personnes qui sont assises dans leur salon, ça ne passe plus du tout. Ouais. Donc, c'est ce que tu as dit, parce que d'un côté, ils viennent chez toi. Donc, quand tu es chez toi, tu as quelqu'un qui rentre ici, si tu as les pieds sur la table, il ne va pas être choqué. Ouais. Alors que si tu rentres chez lui et que tu fous les pieds sur la table au bout d'une seconde, il va dire, mais enfin, c'est quoi ce connard ? Donc, ouais, absolument. Et cette adaptabilité-là, maintenant... ça me fait plus peur. On va en refaire des trucs comme ça. Yes. Allez. Vas-y, on va se désinfecter. Ouais.
Super, merci. Et puis on en refera de toute façon. Oui, on refera. Peut-être dans... Prochaine, alors, vous avez entendu, hein, témoin. Ah oui, Donc, la prochaine fois qu'on le fait, c'est-à-dire que normalement, j'aurais perdu 10 kilos. Non, prochaine fois peut-être pas, mais allez, d'ici un an, tu nous montres ta tablette. Hein, tu nous montreras une... Disparition. Disparition, voilà. Réapparition. Disparition. C'est pas mal, non? Maintenant, il y a des témoins. C'est pas mal, hein? Absolument. Je peux le faire ici aussi. Oh là là, trop fort. Disparition. Trop fort. Réapparition. Allez. À bientôt. À bientôt.